L'erreur a duré quelques secondes. La conséquence, une éternité. Il est 15h40, le 16 février 2009. Une journée d'hiver grise et glaciale à Stamford, dans le Connecticut. Dans ce quartier résidentiel calme, où les maisons sont séparées par de vastes pelouses et des arbres nus, le silence est lourd. C'est le genre d'endroit où rien ne se passe, où la sécurité est une certitude, pas une question. Mais ce silence est sur le point d'être brisé par un son si primal, si terrifiant, qu'il hante encore aujourd'hui ceux qui l'ont entendu. Ce n'est pas le bruit d'un accident de voiture, ni celui d'une dispute domestique. C'est le son d'une nature sauvage, brute et incontrôlable, qui reprend ses droits de la manière la plus violente possible. À l'intérieur d'une des maisons, une femme compose le 911. Sa voix n'est pas seulement paniquée, elle est brisée par une horreur absolue, une incompréhension totale de ce qui se déroule sous ses yeux. Elle hurle à l'opérateur « Envoyez la police! Avec des armes, il est en train de la tuer !» L'opérateur, confus, demande qui est l'agresseur. La réponse de la femme défie toute logique pour un quartier de banlieue américaine. Elle ne nomme pas un homme. Elle nomme celui qu'elle a élevé, nourri, habillé et aimé comme son propre enfant pendant 14 ans. Elle dit simplement « C'est mon chimpanzé ». Pour comprendre comment on en est arrivé à ce cauchemar, il faut remonter le temps. Il faut comprendre que cette tragédie n'est pas un hasard, mais l'aboutissement lent et inévitable d'une illusion humaine. L'illusion que nous pouvons dompter ce qui est, par essence, indomptable. L'histoire commence avec Sandra Herold, une femme seule veuve qui cherchait un compagnon pour combler le vide de sa vie. Et elle commence avec Travis. Travis n'était pas un animal de compagnie ordinaire. Né dans un sanctuaire pour chimpanzés dans le Missouri, il a été adopté par Sandra et son mari alors qu'il n'avait que 3 jours. Immédiatement, il est devenu le centre de leur univers. Dans la ville de Stamford, Travis était une célébrité locale. Il ne vivait pas dans une cage, il vivait dans la maison. Il portait des vêtements humains, s'asseyait à table pour dîner, buvait du vin dans un verre à pied et savait même utiliser la télécommande pour regarder ses émissions préférées. Il se brossait les dents, arrosait les plantes et accompagnait Sandra en voiture, assis sur le siège passager, la ceinture bouclée, saluant les passants comme un voisin ordinaire. Pour Sandra, Travis n'était pas un animal. C'était un petit garçon poilu. Elle projetait sur lui toute une gamme d'émotions humaines. Elle voyait de l'amour dans son regard, de la compréhension dans ses gestes, et pendant des années, cette illusion a fonctionné. Travis était docile, affectueux, intelligent. Il était la preuve vivante, pensait-elle, que l'amour pouvait transcender les barrières de l'espèce. Mais ce que Sandra refusait de voir, c'est que Travis grandissait. Un chimpanzé mâle adulte n'est pas un gros singe mignon. C'est une machine biologique construite pour la dominance et la violence. Ils possèdent une force musculaire 5 à 7 fois supérieure à celle d'un homme adulte. Leurs canines sont conçues pour déchirer la chair. Dans la nature, les chimpanzés mènent des guerres, tuent leurs rivaux et chassent d'autres singes pour les manger. En grandissant, Travis est devenu une masse de 90 kilos de muscles purs. L'animal de compagnie devenait un prédateur alpha, confiné dans un environnement domestique qui ne pouvait plus contenir ses instincts. Les signes avant-coureurs étaient là, mais comme souvent dans ces histoires, ils ont été ignorés ou minimisés. En 2003, quelques années avant le drame, Travis s'était échappé de la voiture en plein centre-ville. Il avait bloqué la circulation pendant des heures, pourchassant les gens, avant d'être finalement ramené à la maison. On a mis cela sur le compte d'une bêtise de jeunesse. Sandra a continué à dormir avec lui, à le baigner, à le traiter comme un fils. Elle a oublié la règle fondamentale de la nature. On peut sortir l'animal de la jungle, mais on ne sort jamais la jungle de l'animal. Le matin du 16 février 2009, Travis est agité. Sandra remarque qu'il n'est pas dans son assiette. Il semble nerveux, peut-être malade. Pour le calmer, elle lui donne du thé, peut-être lacé avec du Xanax, un anxiolytique puissant. C'est une erreur critique. La drogue, au lieu de le calmer, pourrait avoir déclenché une réaction paradoxale, augmentant sa confusion et son agressivité. Vers 15 heures, Travis s'empare des clés de voiture de Sandra et sort dans l'allée. Il refuse de rentrer. Sandra, incapable de le contrôler physiquement, fait ce qu'elle a toujours fait.
Elle appelle une amie à l'aide. Elle appelle Charla Nash. Charla connaît Travis depuis des années. Elle a souvent gardé le chimpanzé. Elle n'a pas peur de lui. Elle arrive quelques minutes plus tard, se garant dans l'allée. C'est ici que tout bascule. C'est ici que se produit l'erreur qui ne dure qu'une seconde. Charla sort de sa voiture. Elle tient à la main une peluche, un jouet Elmo rouge vif, qu'elle veut utiliser pour attirer Travis vers la maison. Mais ce jour-là, Charla a changé de coiffure. Elle conduit une voiture différente. Et elle tient cet objet étrange. Dans l'esprit de Travis, quelque chose se brise. Est-ce qu'il ne la reconnaît pas? Est-ce qu'il voit la peluche comme une menace? Ou est-ce simplement l'instinct territorial d'un mâle dominant qui se réveille brusquement? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que le regard de Travis change. La lueur humaine que Sandra aimait tant disparaît, remplacée par une fureur primitive. Il charge. Il ne court pas vers Charla pour lui faire un câlin. Il fonce sur elle avec la vitesse et la puissance d'un train de marchandises. L'attaque est immédiate et d'une violence insoutenable. Travis se jette sur Charla et la projette contre sa voiture. Sandra, témoin de la scène depuis le porche, est paralysée un instant avant de réaliser l'horreur de la situation. Ce n'est pas un jeu. Travis est en train de la dévorer. Sandra se précipite. Elle attrape une pelle de déneigement et frappe son fils de toutes ses forces. Elle le frappe à la tête, encore et encore. Mais Travis ne sent rien. L'adrénaline et la rage l'ont rendu insensible à la douleur. Il se tourne à peine vers Sandra puis retourne s'acharner sur Charla. Désespérée, Sandra court chercher un couteau de boucher dans sa cuisine. Elle revient et poignarde Travis dans le dos. Elle dira plus tard. C'était comme poignarder mon propre enfant. Mais même la lame enfoncée dans sa chair ne l'arrête pas. Travis la regarde, les yeux vides, et continue son massacre. Sandra, terrifiée et impuissante, court s'enfermer dans sa voiture et compose le 911. L'enregistrement de cet appel est l'un des documents les plus effrayants de l'histoire judiciaire américaine. On y entend les cris gutturaux de Travis en arrière-plan. On entend Sandra supplier « Il la mange, il lui arrache le visage ». L'opérateur a du mal à croire ce qu'il entend, pensant à une exagération, mais la terreur dans la voix de Sandra est trop réelle. L'attaque dure 12 minutes. 12 minutes interminables. Lorsque la police arrive enfin, le silence est retombé. Travis, épuisé ou peut-être momentanément apaisé, s'éloigne du corps inerte de Charla. Il voit la voiture de police. Il s'approche, ouvre la portière côté conducteur et tente d'attraper l'officier Frank Chiafalo. Le policier acculé n'a pas le choix. Il tire 4 fois à bout portant. Travis recule, blessé mortellement. Mais il ne meurt pas tout de suite. Dans un dernier acte qui rappelle tragiquement son éducation humaine, il rentre dans la maison, se traîne jusqu'à sa chambre et meurt au pied de son lit, entouré de ses jouets et de ses couvertures. Dehors, les secours découvrent l'ampleur du drame. Ce qu'ils voient dépasse l'entendement. Charla Nash est en vie mais à peine. Les blessures sont si graves que les ambulanciers ont besoin d'une assistance psychologique après l'intervention. Travis lui a arraché les mains, le nez, les lèvres, les paupières et toute la structure osseuse du milieu du visage. Elle a perdu la vue. Elle a perdu son identité. En quelques minutes, une femme active et indépendante a été transformée en une victime dépendante pour le reste de ses jours. Les conséquences de cette journée ne se sont pas arrêtées à la mort de l'animal ou aux blessures de Charla. C'est une onde de choc qui a détruit tout sur son passage. Sandra Herold, la propriétaire, ne s'est jamais remise du traumatisme. Elle a perdu son meilleur ami, son fils, et a dû vivre avec la culpabilité écrasante d'avoir causé la destruction de la vie de son ami. Elle est morte d'une rupture d'anévrisme 1 an plus tard, le cœur brisé et l'esprit hanté par les images de ce massacre. Pour Charla, la survie a été un long calvaire médical. Des années de chirurgie, une greffe de visage complète, une tentative de greffe des mains qui a échoué. Elle vit aujourd'hui dans l'obscurité totale, isolée dans un corps qui a été reconstruit par la science mais qui porte à jamais les stigmates de la bête. Elle écoute des livres audio, elle essaie de garder le moral, mais sa vie d'avant a été effacée en quelques secondes. Cette histoire est souvent citée comme un exemple tragique, mais elle est bien plus que cela. C'est un miroir tendu à notre arrogance. Nous aimons croire que notre amour peut tout conquérir, que nous pouvons humaniser la nature si nous sommes assez gentils, assez patients. Nous donnons des noms mignons à des prédateurs,
Nous les habillons, nous les invitons dans nos lits. Mais nous oublions que sous le costume, sous le dressage, l'instinct sauvage ne dort que d'un œil. Travis n'était pas un méchant. Il n'a pas planifié cette attaque. Il a simplement agi selon sa nature. Une nature que Sandra a choisi d'ignorer pendant 14 ans. L'erreur n'était pas seulement d'avoir ouvert la porte ce jour-là ou d'avoir tenu une peluche Elmo. L'erreur a été commise le jour où un être humain a regardé un animal sauvage et a décidé qu'il pouvait en faire un jouet. L'attaque a duré 12 minutes. La décision de sortir Travis ce jour-là a pris quelques secondes. Mais pour Charles Nash enfermé dans le noir, et pour tous ceux qui ont vu le visage de la véritable nature ce jour-là, la conséquence est absolue. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a que le souvenir brutal que la frontière entre la civilisation et la sauvagerie est beaucoup plus fine que nous ne voulons l'admettre. Et parfois, il suffit d'un seul instant pour qu'elle disparaisse totalement.